Donc bonjour Samine Kida. Bonjour. Dans cette deuxième partie de la matinée du 12 octobre, on va aborder avec vous le groupe de travail des Hauts-de-France, Interbailleurs des Hauts-de-France, qui a donc un projet de mener une campagne chantier de mesurage. Alors je vais planter un petit peu le décor concernant cette campagne de chantier de test pour qu'on comprenne un petit peu d'où ça vient. Il y avait des demandes fortes, notamment des entreprises qui ne savaient pas comment intervenir lorsqu'on leur disait qu'il y avait présence d'amiante. Donc, pour le coup, il a été organisé tout d'abord en région parisienne avec un certain nombre de bailleurs des chantiers de mesurage, sur des processus qui étaient au tout départ surtout des percements. Savoir comment sécuriser ces percements qui répondaient quand même à pas mal de situations de travaux au final. Ça a duré 1 an, ça a été très apprécié, notamment des préventeurs et des organismes de l'État, qui a fortement incité à ce que l'action soit de nouveau, soit renouvelée. Donc l'Île-de-France c'est bien, mais il n'y a pas d'amiante qu'en Île-de-France, malheureusement. Comme je participais à un groupe de travail au niveau Picardie sur l'amiante, qui s'est étendu avec la grande région sur les Hauts-de-France. On participe à un groupe de travail amiante sur des thématiques, déchets, etc. La classification, si on était en désamiantage ou si on était simplement en intervention, etc. Il y avait une bonne dynamique. On l'a étendu le groupe donc, à l'ensemble des bailleurs Hauts-de-France. Et donc, par rapport à ce qui a été fait en Île-de-France, on a proposé la même démarche aux bailleurs Hauts-de-France. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, plus de 75% du patrimoine des bailleurs Hauts-de-France construit avant 97. Alors, j'ai pris une marge parce que 75%, c'est quand même... C'est parce que globalement, on a une assez mauvaise connaissance. Enfin, je n'ai pas eu toutes les données, donc on est plutôt, je pense, à plus de 80%. Donc, globalement, on est fortement impacté par la gestion du risque amiante, puisque permis de construire livré avant 97, c'est ce qu'on s'est mis. Globalement, on se dit construction avant 2000. Pour beaucoup de bailleurs, c'est ça, même si c'est pas réglementaire. Les organismes de logement doivent notamment continuer à apporter aux locataires un service de qualité, en répondant notamment sur les réclamations techniques. C'est quand même ça le but de notre métier. On doit assurer la sécurité tant des intervenants, donc les entreprises extérieures, mais également les personnes en interne, la régie, par exemple, pour ceux qui ont des régies, des gardiens d'immeubles qui font des menus travaux, mais on doit également assurer la sécurité de nos locataires. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on fait toute cette démarche. Donc côté donneur d'ordre, l'évaluation des risques... Donc elle est difficile à réaliser sans référence. On a des surcoûts très hétérogènes qui vont de 0 à 30% lorsqu'on parle d'amiante. 0 à 30%, c'est surtout des interventions, on appelle vulgairement en sous-section 4, c'est-à-dire des interventions classiques avec présence du risque amiante. Donc ça grève quand même lourdement nos budgets. C'est-à-dire 30%. Donc 0 à 30% de surcoût. Voilà, de surcoût. De surcoût. Donc ça va de l'entreprise qui ne gère pas en fait le risque amiante, donc elle n'a pas apporté de surcoût à son chiffrage, à celle qui démesurément surprotège ses salariés, et du coup, ça impacte fortement, donc ça fait des surcoûts de plus de 30% parfois. Voilà. Et donc, c'est difficile pour nous de garder un budget et un planning travaux. Mais on peut déjà à peu près l'évaluer. Il y a quelques années, on n'arrivait pas du tout à évaluer. Là, on a des retours. 0 à 30%, quand même, c'est très, très large. Hein. C'est très large, mais on a quand même des retours. Avant le 4 mai 2012, on avait du mal. Là, maintenant, avec les différentes... On devrait avoir de plus en plus de retours. Voilà. On arrive à cibler. Ok, d'accord. Alors, pour une entreprise qui est novice, on va lui dire, attention, on va faire des percements sous section 4. Elle va dire, ouh, attention, plus 30%. D'accord. Attendez, on fait que des percements. Là. On va vous expliquer que c'est pas obligé de sortir l'artillerie lourde et puis l'usine à gaz. On est au cœur du sujet là. Donc voilà, donc on essaie en ce moment d'ajuster et mettre les curseurs et d'accompagner pour pouvoir justement gérer le risque, être en conformité réglementaire, mais en même temps faire ce qu'il faut et pas plus, quoi. Ok. Donc au niveau organisme de prévention, il y a peu de données permettant d'évaluer le niveau de risque pour eux. Donc, pour chaque type de travaux, il manque de références, en fait. Donc, chaque représentant s'appuie donc essentiellement sur son ressenti, son interprétation des textes aussi, et donc, notamment d'un contrôleur du travail à l'autre, d'un préventeur à l'autre, et quelquefois, il y a des choses qui divergent.
Et donc, du coup, c'est difficile à nous, bailleurs, d'une localité à l'autre, de pouvoir avoir une vision homogène de comment réaliser les travaux. Donc, c'est pour ça, au niveau des organismes de prévention, il y a également, il leur manque des données. Donc, au niveau des entreprises, il manque de formation. Pour ceux qui sont formés, il manque de compétences malgré tout, parce que la formation, c'est une formation au risque, mais ce n'est pas une formation métier par rapport à leur spécialité et par rapport au risque amiante. Donc, il manque un bout. La formation réglementaire est généralement pas suffisante. Malgré leur formation, souvent, il n'y a pas de mode opératoire. La formation, elle est peu suivie, ou quand elle est suivie, ils ont pris ce qu'ils ont entendu pendant 2 jours ou 5 jours, suivant s'ils sont opérateurs encadrants. Et après, ils sont livrés à eux-mêmes, donc ils ne sont pas très bien aiguillés. Et donc, on remarque qu'il n'y a pas une réelle évaluation des risques qui est faite par les entreprises. Donc, il faut vraiment les accompagner si on ne veut pas être nous-mêmes bloqués sur certaines situations. Donc, la gestion du risque, tant lors de réhabilitation que d'entretien courant. La réhabilitation, c'est presque plus facile à gérer que l'entretien courant. Les entreprises, elles sont nommées, il y a eu un marché, l'entretien courant, c'est ce qui se fait tous les jours entre 2 locataires, c'est les travaux de tous les jours, qui ne durent pas très longtemps, mais qui peut être, où il peut y avoir de forts taux d'empoussièrement qui sont générés. Donc il faut à la fois, dans un souci de santé, avoir les protections suffisantes pour que tout le monde soit sécurisé lors de ces travaux, mais pas de protection démesurée. Pourquoi pas de protection démesurée ? Parce qu'il y a des contraintes supplémentaires, et en plus, il y a des surcoûts dus aux déchets, dus aux protections achetées, et en plus, on ne peut pas se permettre, notamment dans des situations d'occupation de logement, de sortir systématiquement le locataire pendant certains travaux. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une étude à mener sur ça. Donc ça, c'est vraiment les objectifs à atteindre, à mettre le curseur au bon endroit. Donc, par conséquent, au niveau des objectifs, les différentes étapes, il est nécessaire de rechercher des solutions techniques qui soient à la fois réalisables par une seule personne, qui permettent d'atteindre le but des travaux, c'est quand même ça l'objectif, réduire les empoussièrements au plus bas techniquement possible, alors idéalement 0 fibre comptée, mais dans tous les cas inférieur au code de la santé publique qui est de 5 fibres par litre. Le fameux niveau 0 qui n'existe pas. Le fameux niveau 0, qui est, on va dire, le niveau 1, inférieur au code de la santé publique. Ouais, la partie du niveau 1 inférieure au code, donc la partie la plus basse du niveau 1. Voilà. Alors, pourquoi... Pardon, du premier niveau, soyons clairs. Du premier niveau. Partie inférieure du premier niveau. Donc, qui est en dessous des 100 fibres par litre pour le code du travail aujourd'hui. Mais le code de la santé publique, donc, c'est inférieur à 5 fibres par litre. Vulgairement, on appelle le niveau 0 celui qui va de 0 à 5 fibres par litre. Alors pourquoi c'est la recherche aussi de ce niveau-là ? Parce que vis-à-vis de nos locataires, c'est quand même plus rassurant. On n'est pas obligé de mettre de confinement, etc. Malgré qu'on puisse ne pas en mettre jusqu'à 100 fibres par litre, puisque le confinement est obligatoire seulement au niveau 2. Mais c'est un peu délicat de se dire que pas très loin, il y a un locataire alors qu'on fait des travaux. Là, il y aura un inspecteur de l'île, il ferait bip là, sur l'absence de confinement niveau 1, il y en a qui ferait bip tout de suite. Mais on est... c'est un sujet chaud, effectivement. Bon, en tout cas, lorsqu'on lit les arrêtés, pour l'instant, c'est comme ça. Et les arrêtés, ils indiquent ils obligent, en tout cas, les protections collectives et individuelles dans les 2 arrêtés concernés par l'amiante à partir du code de la santé publique. Après, c'est un grand débat entre 0 et 5 fibres par litre, mais en tout cas, c'est plus facile pour nous d'arriver. On a quelques témoignages aujourd'hui sur cette situation qui peut bloquer les chantiers, ou même des diagnostiqueurs sont bloqués aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'ils mettent des protections attendues, même s'il n'y en a pas, il faut qu'ils mettent quand même. Mais bon, ok, alors, on avance, on a déjà 10 minutes, même si j'interviens. Non, c'est un sujet, mais simplement, je voudrais qu'on puisse effectivement poser des questions, donc encore 2-3 minutes pour peut-être avancer, puis laisser quand même la place, je pense qu'il va y avoir des questions. On y va. Donc, nécessite aussi du matériel facile à transporter. Peu coûteux, permettant la généralisation des pratiques, parce qu'il faut aussi que ça soit adopté par les entreprises. C'est bien beau de l'écrire dans notre coin, mais si demain c'est pas mis en œuvre sur chantier, c'est pas du tout. On n'a pas atteint notre objectif. S'adapte aux pratiques actuelles du bâtiment afin de faciliter aussi l'acceptation. Donc on ne va pas lui dire de changer radicalement sa façon de faire. On doit également mesurer les empoussièrements en situation réelle de travaux, parce que c'est au moins, le laboratoire, c'est ce qui est sûr. C'est que
C'est ce qui va être validé quelque part au niveau national auprès des préventeurs. Répéter les mesures sur chaque processus afin d'obtenir une représentativité statistique suffisante. Bah oui, si on fait qu'un chantier, qu'un processus et qu'on mesure qu'une fois, peut-être qu'on a beaucoup de chance et qu'on a 0 fibre, alors que demain, on fait la même chose par une autre entreprise. On aura 100 fibres qui va se dégager. Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est un coup de bol. Il faut répéter plusieurs fois les processus et les faire valider. Donc actuellement, on a présenté à l'ensemble des bailleurs Hauts-de-France cet objectif. On leur a demandé s'ils étaient volontaires ou pas pour participer à une action comme ça, c'est-à-dire sur certaines situations de travaux, penser ensemble des processus pour pouvoir demain les tester, donc les mesurer sur des chantiers et pouvoir avoir enfin des données que l'on pourrait mutualiser avec les différents préventeurs, qu'on pourrait mutualiser entre nous et délivrer demain aux entreprises également, puisque chaque entreprise sous section 4 font très rarement des chantiers avec des mesures pour pouvoir valider leur évaluation des risques initiales. Donc voilà, donc on est actuellement 14 bailleurs volontaires. Tout le monde n'a pas encore répondu. Ces 14 bailleurs volontaires représentent plus de 50% du parc patrimonial des Hauts-de-France. Donc c'est quand même beaucoup des gros bailleurs, mais il y a également des petits. On a des bailleurs qui ont 1000 logements, on a d'autres qui ont 60 000 logements. Voilà. Donc c'est une bonne représentativité. 50% c'est la quantité en termes de logement, enfin de mètres carrés de logement. Donc voilà. On a combien de bailleurs en Hauts-de-France aujourd'hui sur les 14, ça représente combien en pourcentage? Il y en a combien de repérés à peu près dans le groupe de travail potentiel? Je ne sais pas, on doit en avoir une trentaine. Une trentaine, ouais. Voilà. Donc on est à peu près aussi en nombre, enfin c'est représentatif, mais c'est surtout sur le nombre de logements. Ça peut être intéressant. Et la diversité. C'est pas les 3 plus gros, c'est la diversité. Il y a aussi les petits. Donc ça c'est pas mal. Et accompagné par l'URH. Accompagné par l'URH, oui. Voilà. Donc Union régionale de l'habitat. Hauts-de-France. Hauts-de-France, pardon. Oui, avec la fusion qui est récente entre la RHLM Nord-Pas-de-Calais et puis l'URH. C'est fait ou c'est en cours? C'est fait, depuis le mois de juin, okay. oui, c'est fait. D'accord. Donc, en plus, en pleine restructuration de l'URH, c'était un dossier pas évident à mener. Okay. Donc j'arrive après les 14 bailleurs. Donc, du coup, porteur de projet Maison du Cil, puisqu'il faut, au niveau des subventions, qu'il y ait un porteur de projet. Donc, comme on anime déjà le groupe, c'était plus facile. C'est clair. On a sollicité des partenaires, donc, pour pouvoir en faire bénéficier chacun, mais également sécuriser ces chantiers de mesurage, dont la CARSAT, la Direct, donc pour leur référent amiante. Les objectifs: sécuriser le chantier de mesurage, vérifier le respect de la réglementation et des recommandations, notamment l'INRS, et s'assurer de la pertinence des résultats, pour pas qu'on commence à faire plein de chantiers de mesurage et qu'on nous dise demain, maintenant, là, il y a un petit grain de sable, et puis du coup, dû à ce grain de sable-là, on remet en cause tous vos résultats. L'OPBTP, parce qu'on veut bénéficier de la campagne Carto qui est menée actuellement et qui permet de nous faire payer des analyses sur opérateur dans certaines situations de travaux. Et son but, c'est d'établir une base de données de référence pour les interventions avec présence du risque amiante de l'ensemble des entreprises de bâtiments demain, en fait. La FFB, la CAPEP, oui, parce que pour rédiger les processus, vu qu'on va changer les règles de l'art, entre guillemets, il faut que ça soit cohérent et que sur chantier, ça soit applicable. Donc il faut que les gens du bâtiment nous accompagnent là-dedans. Donc, et ça permet également de rassurer les entreprises qu'il y ait leur fédération. Je peux faire un petit point. Il y a peut-être un absence, c'est peut-être les architectes, mais bon. Non, mais on passe à la feuille suivante. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que plus on est nombreux, plus ça va être compliqué. Mais, voilà, ça y est. Donc, les avantages de la mutualisation. Donc, optimiser les coûts, bien sûr. Il vaut mieux faire un chantier à 15 que faire un chantier tout seul, ça coûte moins cher. Diminuer les frais de chacun, forcément. Bénéficier de moyens humains supplémentaires afin d'avancer plus vite dans les réflexions. Effectivement, lorsqu'on est tout seul dans son coin à réaliser des chantiers de mesurage, chose qu'a réalisé Maison du Cil à un moment, on fait des erreurs et puis ça avance lentement, alors que quand on fait tout de suite on échange avec les gens, tout de suite on avance beaucoup plus vite dans nos réflexions. Faciliter la recherche de locaux vides impactés par le risque amiante. Bien sûr, il faut déjà chercher des locaux vides et où on a l'information de la présence d'amiante, et c'est pas une mince affaire. Quand on en cherche, on n'en trouve pas forcément, ou pas dans les composants que l'on désire. Et donc là, ça devrait être un peu plus rapide. Associer les différents acteurs, que j'ai nommés précédemment, pour leur faire bénéficier de retours d'expérience. Faciliter l'acceptation des résultats issus de la démarche. Aider à la réflexion
aussi et à l'organisation des chantiers et homogénéiser les pratiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, au moins qu'on ait le même point de vue, quelle que soit la localité où on fait les travaux. Donc leur montée en compétences et les retours d'expérience devraient, demain, nous être bénéfiques aussi sur nos propres chantiers. Mieux se comprendre et avoir un discours commun au sein des partenaires. Faciliter la communication et la diffusion. Alors il y a 2 jours, il y a la DGT et l'OPBTP qui a fait une journée sur l'amiante. Ce qui est ressorti plusieurs fois, notamment par la DGT, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, enfin, il y a des actions qui sont menées, mais malheureusement, il y a peu de publicité autour. Même eux sont un peu déçus par rapport à ça, mais bon. Des actions par des acteurs privés ou par les services de l'État? Alors, ils parlaient essentiellement des services de l'État. Mais de façon générale, quand même, il y a des actions qui sont menées, il y a peu de publicité autour, ce qui est quand même, de façon générale, dommage. Dire communication plutôt que publicité. Mais... Oui, communication, tout à fait. Donc, pour dire qu'il y a des actions qui sont faites, mais elles méritent d'être un peu plus sous les feux des projecteurs. Et garantir un professionnalisme et assurer un rendu de qualité. Aussi, ça permet, plus il y a d'acteurs et mieux c'est. Donc la durée de la campagne, c'est une durée courte. Alors on s'est appuyé sur ce qui a été fait en Ile-de-France sur la première campagne de chantier de mesurage, c'est-à-dire 12 mois. Alors pourquoi 12 mois? Parce que le problème, on l'a là, enfin on l'a depuis hier le problème en fait. Donc si on se met 10 ans et qu'on fait un bilan que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant 10 ans? On arrête tous nos chantiers, c'est un peu compliqué. Donc 12 mois, ou jusqu'à épuisement du budget de 240 000, puisque c'est le budget qu'on s'est donné, en sachant qu'il y a 50%, on aura une subvention sur 50%, et que l'ensemble des coûts est supporté par les bailleurs, même s'il y a d'autres acteurs. Donc les types de processus à mesurer. Donc les types de processus à mesurer, pour l'instant, ne sont pas définitifs, ne sont pas établis de façon officielle. On va recouper ce qui a été fait via la campagne Carto, et ce qui manque. Côté FFB, ils sont dans une campagne de changement des règles de l'art vis-à-vis notamment de l'amiante. Donc on va voir également côté FFB ce qui leur manque comme mesurage. On va voir également les situations de blocage que les différents bailleurs, dont les différents bailleurs qui participent à la démarche peuvent avoir sur leur patrimoine. Et donc on va convenir ensemble de ce que l'on peut choisir comme processus, puisqu'il y a quand même pas mal de travaux. Et on peut notamment réfléchir sur des travaux de mesurage lors d'interventions après sinistre aussi. Parce que c'est quand même des cas de figure, notamment le dégât des eaux, des choses que l'on rencontre très fréquemment sur notre patrimoine. Donc ça vaut le coup, je pense, d'étudier un peu la chose. Un recensement est en cours, donc on verra. Je pense que ça sera un peu mieux établi en fin d'année, puisque les conventions devraient se faire plutôt à partir de janvier. D'accord, donc c'est 2018, les 12 mois, ce sera 2018. Tout à fait. C'est vrai que ça met un peu de temps pour la mise en place. Mais, donc chaque processus sera mesuré plusieurs fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour garantir des résultats cohérents. Donc les étapes, organisation de chantier, alors c'était pour expliquer plutôt que c'était quand même assez complexe, donc tout seul c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, et savoir à quel moment on a besoin des différents acteurs. Donc ça va de lister les situations de travaux à étudier, mais ça va être plutôt côté bailleur par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Rechercher des sites, donc grâce aux bailleurs, ça va être plus facile. Rédiger des processus en collaboration avec les différentes fédérations du bâtiment. Déterminer les conditions de réalisation du chantier, ça c'est les différents préventeurs et nous. Rechercher les entreprises intervenantes, c'est grâce aux fédérations aussi, et les bailleurs, puisqu'on travaille quand même avec pas mal d'entreprises, donc autant en faire bénéficier aussi nos partenaires. On s'entoure d'une AMO, voilà. Une AMO amiante. AMO, assistance, maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, tout à fait, qui est spécialisée plutôt sur l'amiante. Oui. Pour pouvoir faciliter l'organisation, qu'ils nous comprennent. Déjà, on va gagner du temps s'ils connaissent bien la problématique. Donc, voilà. Il y a déjà des choses qui sont en cours, mais rien n'est finalisé. Solliciter la Carto, c'est vrai que du coup, l'AMO et le PBTP, ça sera les acteurs. Des pompes supplémentaires. Il n'y a pas que sur les opérateurs qu'il va falloir mettre des pompes. Il va falloir en mettre avant, pendant le chantier, dans l'environnement du chantier, pour vérifier que les confinements que l'on a mis en place sur le chantier de mesurage. Sous section 4. C'est sous section 4. Il n'y a pas d'obligation réglementaire très précise. On peut aller plus loin que la réglementation. Alors, si quelque part, puisque ça dépend des mesures d'empoussièrement, ça dépend des niveaux d'empoussièrement. En sous section 4, on peut être dans des niveaux d'empoussièrement 3, si on fait n'importe quoi. Oula.
Actuellement, la Si on réglementation... fait n'importe quoi, j'avais pas entendu. Non, mais si on fait n'importe quoi, on pourrait être dans Tout le à fait. niveau 3. Tout à fait. Donc, du coup, on peut, comme ça part d'une évaluation des risques, donc on part de zéro quelque part. Pour certains processus, il va falloir... les préventeurs nous disent il faut que vous mettiez des protections supérieures à ce que vous attendez, parce que vous pouvez peut-être vous tromper dans votre évaluation des risques initiale, puisque vous pouvez vous appuyer sur rien. Il n'y a aucune donnée pour l'instant. Donc, du coup, l'idée, c'est de mettre un confinement, des sas de décontamination. Donc, pour ça, on fait appel à des désamianteurs, parce qu'ils savent mettre en place ça. Donc, on fait appel aux désamianteurs uniquement par rapport au fait qu'ils sachent monter un confinement, qu'ils sachent utiliser ces appareils-là, mais eux n'interviendront pas du tout. Ça sera quand même des interventions qui seront faites à l'intérieur. On sera globalement en niveau 2, au niveau protection collective, donc avec des ventilations assistées pour les personnes qui interviennent, sauf que l'extracteur ne sera pas mis. Il n'y aura pas de dépression. Pourquoi ? Parce que ça va biaiser les résultats. C'est-à-dire que demain, on peut avoir des très bons résultats avec une dépression, mais si... super, on a 0, on a des bons résultats. Ah oui, mais attendez, si vous retirez l'extracteur, on ne peut plus retirer l'extracteur. Parce que si on le retire, du coup, vous allez peut-être arriver à 100 fibres. Peut-être que l'extracteur prend toutes les fibres, en fait. Donc, du coup, on met un extracteur justement, juste pour purifier, on va dire, la pièce entre deux chantiers de mesurage. Mais lors des mesures sur opérateur, ils ne sont pas en fonctionnement. D'accord. Préparer le chantier, donc les fluides, il faut penser aux fluides, au confinement, etc. Organiser les interventions des entreprises. Oui, les entreprises font un peu les briefés, parce que les processus, on les aura écrits avec les FFB et la CAPEB, mais derrière, il faut quand même qu'ils se les approprient. Et assurer le respect des modes opératoires, ça c'est sur le chantier, donc tous les organismes seront là. Assainir la zone entre chaque intervention des amianteurs, filmer les interventions. On voudrait filmer aussi les interventions, pour plusieurs raisons, parce que les aléas de chantier, ça peut toujours exister. Bien sûr. Et puis que demain, ça peut servir aussi aux formations, en disant, regardez, et puis ça permet de garder en mémoire tout ce qui a été fait lors des chantiers. Donc, repli de chantier, analyser les résultats, donc ça sera avec l'OPBTP, et puis optimiser le processus, le cas échéant. Si on se rend compte qu'on n'a pas des bons résultats, il va falloir repenser le processus autrement avec les fédérations. Donc voilà, c'était la présentation et voilà un petit peu où on en est actuellement. Bon, bien mené. Donc, comme le format le propose, si effectivement on laisse 30 secondes pour ceux qui voudraient se présenter et venir poser une question à Sabine dans cette configuration. Alors, aussi bien sur la campagne elle-même que sur cette problématique sous section 4, parce qu'on va parler essentiellement de ça, évidemment, puisque c'est lié au sinistre sous section 4. Sinistre sous section 3, bon, on pourra aussi en parler, il y a matière aussi à en parler, mais effectivement, on est plus dans cette configuration. Moi, j'ai quand même 2-3 questions, effectivement, sur la traçabilité, alors l'enregistrement, etc. Il y a quand même, au niveau du fond, à faire passer que cette idée, si c'est un petit peu quelque chose qui est en dehors des clous, parce que c'est pas comme ça que ça devrait se faire dans la vraie vie, parce que c'est pas le maître d'ouvrage qui rédige les processus. C'est l'entreprise. Donc, évidemment, là, on dit aux entreprises qui viendraient faire des tests, bon, on vous rédige les processus, parce qu'on a des processus, c'est le matériau, la technique et les moyens de protection. Bon, donc du coup, ce processus qui sera testé servira pour l'expérience, mais là, l'inspection du travail risque de dire, stop, ça c'est une expérimentation, en aucune manière, ça peut être approprié, et c'est là le point de difficulté qu'on a par un artisan, parce que c'est l'artisan qui doit faire son processus, c'est pas le donneur d'ordre. Alors l'artisan doit faire son mode opératoire, et le processus est une partie du mode opératoire, et on va dire que puisqu'il doit faire une évaluation des risques et que pour l'instant il ne peut pas s'appuyer sur grand-chose, grosso modo c'est de lui mettre à disposition une base de données, processus avec des résultats de mesure d'empoussièrement. Après, c'est à lui de se l'approprier en disant « moi, je peux mettre en œuvre ça, je m'engage à mettre en œuvre cette telle pratique et du coup, je peux m'appuyer sur les résultats qui ont été faits lors de la campagne. » Donc c'est vraiment ça l'objectif. On ne veut pas se substituer et c'est pour ça aussi qu'on veut travailler avec la FFB et la CAPEB pour pas être à côté, quoi. Si c'est pour rédiger des choses qui sont irréalisables et qui ne seront jamais appropriées par les entreprises, c'est pas du tout le but. D'accord. C'est un point aujourd'hui très pragmatique, c'est que quand on a effectivement un artisan qui fait un copier-coller avec un autre processus qui a été fait par un autre artisan, l'inspection du travail dit mais comment vous êtes sûr que vous avez fait l'évaluation de risque, vous faites du copier-coller? Comment vous mettez-vous en place? C'est quoi votre évaluation de risque? Alors là, du coup, des fois, on peine un petit peu parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le copier-coller, c'est pratique. Et on se rend compte que là, l'artisan n'a pas, enfin j'ai l'artisan parce que ça peut être aussi bien entendu
des agences de plus gros groupes, il n'y a pas de différence en ça. Mais le copier-coller est facile. Passe-moi ton processus, je le recopie, je l'envoie comme ça à mon inspecteur. Et là, on sait que ça bloque parce qu'on va les vérifier. Bah alors, ok, donnez-moi votre registre des EPI, le registre des déchets, combien de consommables vous achetez par an. Et si on rentre dans le détail, il faut aussi que les entreprises puissent être demain. Là, on est un petit peu hors cadre. Demain, effectivement, c'est aussi une montée en compétences. Il va falloir qu'elles puissent intégrer. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure dans la formation, ils ont eu la formation, mais après derrière, il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que la formation ne prévoit pas. Une des petites remarques que moi je fais, parce que j'ai vécu du coup la mise à jour des textes, c'est que dans le projet d'origine de 2009, il était question de faire une formation en 3 étapes. Formation initiale, premier recyclage, même en sous-séance 4, 6 mois après, et après, deuxième époque de recyclage. Donc on avait une formation qui était en 2 plus 1 pour les opérateurs et en 5 plus 1 à 6 mois maximum pour les encadrants. Le temps de mettre en place ces fameux modes opératoires et d'aller voir tout de suite en centre de formation, j'ai mis mes modes opératoires, j'ai créé mes premiers processus, voilà, je fais mon retour d'expérience. Donc à cette époque-là, on a décalé la formation en disant bah, tant pis, vous ferez ça, puis on verra dans 3 ans. On a les gens aujourd'hui qui ont été formés pendant 3 ans, ils n'ont jamais rien fait, ils arrivent en recyclage, ils sont recyclés pour avoir rien fait. Il y a quand même des problèmes dans le dispositif, quoi. Donc on n'a pas eu d'aide pendant ces premières époques, 2009, 2012, il y a quand même eu un glissement. Sur 2012 par rapport à l'arrêté formation, il y a quand même un glissement. On a revu à la baisse les exigences qui étaient mises au départ en 2009. Je tiens quand même à le dire. C'est vrai que globalement, ce qu'il faudrait, c'est que ces processus, une fois qu'on les écrit, qui sont vraiment cohérents avec les manières de faire du bâtiment, etc., c'est que demain, ils soient inclus dans la formation, l'enseignement de base de chaque corps d'État. Actuellement, c'est pas du tout ce qui est fait. Enfin, quelque part, c'est ça l'objectif aussi demain. C'est que demain, c'est bien, ils vont faire des CAP, des bacs pro, etc. pour les désamianteurs. Mais déjà, de mettre un module amiante dans les formations de base, électricien, plombier, chauffagiste, la maçonnerie, pour l'instant, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, quoi. En leur donnant des processus et des bonnes pratiques pour gérer systématiquement le risque amiante, comme ça au moins. J'entends une question dans la salle. Hop. Oui, effectivement, c'est bien ce que vous dites. À la base de la formation de tous nos corps d'État bâtiments, il n'y a rien. Que ce soit le menuisier, l'électricien, et ça serait bien de pouvoir leur faire profiter de toutes les campagnes de mesurage que vous allez réaliser. Ouais. Alors, quand on dit il n'y a rien en formation initiale, bon, pour les anciens, est-ce qu'on a la preuve, enfin, on a posé la question aux organismes de formation et les encadrements, donc formation initiale, est-ce qu'effectivement, ils sont sensibles à ça? Est-ce que, par exemple, je sais que des formations comme le Greta se sensibilise sur les diagnostiqueurs aujourd'hui, et le Greta ou d'autres AFPA peuvent très rapidement faire intégrer. Est-ce qu'il y a cette volonté de le faire, ou il y a encore cet handicap de dire, oh là là, si on commence à parler d'amiante, on ne va pas s'en sortir? Non, il y a toujours l'handicap. Effectivement, les métiers qui sont impactés par l'amiante, désamianteurs, diagnostiqueurs, on leur donne les bases. Mais après, les électriciens, les plombiers, les maçons, les carreleurs, les peintres, parce que même les peintres sont impactés, on leur apprend rien du tout aux jeunes qui passent leur CAP là. Alors, on pourrait dire aussi qu'on n'apprend rien si on n'apprend pas sur l'amiante, on n'apprend pas non plus sur les autres polluants. Non, parce qu'on parlait tout à l'heure des nanomatériaux, etc. C'est le bâtiment, on a encore cette théorie, bâtiment, ça fait de la poussière, on y va, c'est le bâtiment, on nettoie après. Il y a encore cette tradition qui existe, le bâtiment, on n'est pas dans la chirurgie, on est quand même dans le bâtiment, donc c'est normal, il y a une tolérance du chantier, quoi. Il y a une tolérance de chantier, mais chaque corps d'État est éduqué par rapport aux polluants qu'il utilise. Qui l'utilisent, pas ceux qui sont en place. Ouais, pas ceux qui sont en place. Ouais. Voilà, donc les peintres, évidemment, ils ont toutes leurs fiches. Ils ont leurs fiches d'exposition. Par rapport à d'autres, mais par rapport à l'amiante, c'est effectivement sur quelque chose qui est en place. C'est pas un produit qu'ils mettent, c'est un produit qu'ils rencontrent. Et les entreprises n'ont pas forcément de fiches d'exposition amiante pour leurs salariés, non plus. Alors ils l'ont pas, mais ça, effectivement, ils savent peut-être du mal. On verra en fin de journée, effectivement, dans l'intervention, la clôture sera faite par un préventeur Pôle Santé Travail. C'est l'accompagnement justement aussi des services de santé au travail, les conditions aujourd'hui, comment ça se passe, est-ce que vraiment on a les moyens de les interpeller pour aider l'entreprise à aborder aussi de façon psychologique l'amiante, puisque effectivement on le voit pour les entreprises, mais on le sait que pour les locataires c'est aussi le problème. On en parlait tout à l'heure, arriver en cosmonaute pour faire un trou, c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Donc voilà, il faudra peut-être quand même essayer de faire apprécier que même avec une poche de gel, c'est pas la peine de mettre un masque et une combinaison si c'est à 0, quoi. Alors aujourd'hui, les défenseurs, il n'y en a pas ici, mais on les connaît, et qui sont les inventeurs de la poche de gel ou de la mousse, puisqu'on a un autre inventeur, c'est la mousse et non plus le gel. Et ben aujourd'hui, s'ils appliquent leur communication,
Ils rajoutent effectivement, alors qu'il y a des gens quand on voit les photos, ils font des tests, il y a tout le monde donc, en habit civil qui est en train de regarder le cosmonaute qui est en train de faire un trou dans la dalle, et là, même son ventilation assistée, alors qu'en fait on a zéro fibre. Mais pour la communication, on a encore du mal à dire on arrive à faire un trou sans mettre de protection, parce que c'est pas une mettre de protection, c'est qu'il n'y a pas de danger, puisqu'on a récupéré. Ben, ça, on n'y est pas encore aujourd'hui, hein, c'est encore difficile de l'avoir. Oui, bonjour, Jean-François Gauguelin, j'ai le cabinet CETA, et je suis diagnostiqueur, opérateur de repérage. Et ma question, ça concernait les règles de l'art, savoir si, donc j'ai bien compris, vous faisiez les chantiers en 2018, donc si elles vont être donc effectivement mises en ligne, et si elles vont être regroupées, parce qu'il y a des chantiers tests, il y en a peut-être partout en France, que tout soit regroupé et tout soit mis sur une seule plateforme de communication pour qu'on puisse y avoir, enfin que tous les opérateurs et entreprises qui vont de travaux puissent y avoir accès. C'est vrai que notre objectif, nous, c'est ça aussi. Hein. Alors, il y a une personne à l'USH qui est arrivée là dernièrement, qui est bien au fait de la réglementation amiante et qui va déjà collecter tout ce qui se fait en région au niveau des bailleurs sociaux. C'est quand même pas une mince affaire, parce qu'au final, il y a quand même pas mal de choses, mais que chacun faisait dans leur coin. Donc, pour mieux communiquer par rapport à tout ça et en faire profiter un grand nombre. Et le but aussi avec la FFB, et je pense que c'est aussi l'objectif de la FFB, c'est de revoir les règles de l'art amiante, c'est-à-dire après de communiquer dessus et de mettre en ligne pour pouvoir... Mais cette façon-là, si c'est quand même campagne carto, entre la campagne carto, parce qu'on a parlé, on n'a pas parlé de la base à scolamiante. Donc est-ce que la vocation, c'est aussi d'intégrer la base au scolamiante ? C'est surtout la campagne carto pour avoir une base. Parce que scolamiante, c'est beaucoup désamiantage au final quand même. 7% des résultats concernent la section 4. Là, il y a eu des premiers retours de la campagne carto avec des percements. Globalement, c'est on prend tous les percements avec poche de gel, sans poche de gel, avec aspirateur, sans aspirateur, et on fait une moyenne et on vous dit quand vous faites des percements, vous êtes entre 0 et je ne sais plus combien, 100 fibres, admettons. C'est bien, mais nous, c'est pas suffisant. Enfin, il faut qu'on sache, il faut qu'on trouve le processus le moins émissif possible. Et c'est quand même le nouveau discours quand même qui a eu lieu il y a 2 jours, en disant c'est vrai que l'OPBTP et la DGT est d'accord là-dessus, il faut quand même rechercher le processus le moins émissif possible. Donc globalement, ça vient à modifier la façon de faire. Et donc du coup, c'est vrai qu'on entend enfin ce qu'on avait voulu entendre depuis déjà quelques années. Donc ça arrive tout doucement. Je pense que on va y arriver. Avoir une base et puis... Voilà, ce qui serait bien, c'est peut-être parce que nous, opérateurs de repérage, on va prélever des flocages, des calorifugages, des faux plafonds. On n'a aucun moyen de savoir combien de fibres on émet quand on le fait. Donc peut-être on peut profiter de ces chantiers pour tester ces différents matériaux. Nous, on ne peut pas se permettre de mettre des EPI collectifs. Et ça ne sera pas représentatif, parce que 10 secondes pour prendre un prélèvement, ça ne peut pas être représentatif. En région parisienne, on est en cours, parce qu'on participe également, on a à cheval sur les deux. Nous, on a du patrimoine aussi en région parisienne, on participe à une campagne de chantier de mesurage en région parisienne, et justement, c'est sur les prélèvements des diagnostiqueurs. Donc il y a en cours, justement, en ce moment, des prélèvements qui ont été faits sur des faïences, avec des cols de faïence amiantées, sur des dalles de sol, et sur des enduits plâtreux. Donc c'est en cours. Il y a 10 diagnostiqueurs qui se suivent lors d'une semaine avec un matin à l'après-midi avec des renouvellements d'air entre deux pour épurer et avec des méthodes un peu, pour penser pour être sûr d'être à zéro fibre, parce que c'est vrai que lorsque vous intervenez beaucoup entre deux locataires, souvent le locataire sortant est encore là. Donc c'était aussi un des objectifs. Donc il y a des choses qui se font, pas sur tous les composants, c'est sur ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc c'est en cours, et donc on aura sûrement les résultats d'ici 1 an, puisqu'on est reparti pour 1 an et avec des résultats dans 1 an. D'accord, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas moyen d'avoir accès à... Les résultats intermédiaires. Non, mais à ce qui se passe, de pouvoir voir normalement, ce qui se passe. Normalement, la fédération des diagnostiqueurs en est informée. Dans cette... Oui. D'accord. Ok. Merci. Un mot pour la fin. Est-ce que qu'est-ce qui ferait que ça ne pourrait pas démarrer ? Quel est le point de blocage à lever ? C'est le financement ou c'est la volonté vraiment d'y aller, trouver les... Alors le financement, non, puisqu'il faut savoir, c'est que là, on va bénéficier normalement d'une subvention de fonds de soutien à l'innovation qui était au niveau de l'USH. Et si on a, admettons que ça ne fonctionne pas, enfin ça fonctionnait déjà 2 fois.
Il y a le PRDA Un petit et peu. l'USH demande une enveloppe au D'accord. PRDA puisqu'ils ont encore un petit Dans peu quel d'argent pour AP, pouvoir faire ces chantiers dans de quel mesurage. appel au projet? Comment Au PRDA, dans quel appel au projet? C'est pas dans un... Enfin, c'est En plus, d'accord. en Ok, plus. parce que je rappelle, et j'ai pas le temps d'en faire dans l'actualité, le dernier appel à projet, le numéro 7, qui vient de sortir, c'est les expériences remarquables. Et donc là, peut-être qu'effectivement, puisque c'est démarré et c'est en cours, il fallait que ça soit démarré avant la publication, ça pourrait faire l'objet, notamment en termes de communication, d'avoir une subvention, enfin d'avoir un apport du PRDA, 15 000 euros. Hein, donc les projets doivent être Donc déposés là, avant. c'est bien plus élevé que ça. Mais 15 000 euros, c'est uniquement pour en communiquer. Ouais. C'est en plus pour les événements remarquables. Pourquoi? Parce que c'est aller au-delà. Hein, on va montrer comment aller au-delà du minimum réglementaire. Là, on est bien dans ce cadre-là. On va au-delà du minimum réglementaire. Les bailleurs font des processus alors que c'est pas leur boulot. On est bien au-delà du réglementaire. Et en coup d'objectif, un coup de phare un petit peu pour remarquer cet événement, bah, c'est toujours en termes de communication quand on a effectivement pour avoir des moyens suffisants. Peut-être que ce dossier, donc 30 novembre, je rappelle, pour pouvoir déposer la demande de cette appel à projet spécifique numéro 7, les événements remarquables. Je dirais que le seul point qui pourrait tout bloquer, c'est Oui. si un des préventeurs qui nous accompagne d'un seul coup Voilà, s'oppose mais non. catégoriquement aux choses, mais Ouais, c'est pas l'objectif de leur c'est direction. pas en l'objectif. tout cas. Mais par contre, en termes de locaux et de bâtiments, il y a de la matière. Je pense qu'il Il y a- va ouais. y avoir ce qui. Bon, qu'il faut. d'accord. Ok. Ben, Sabine, merci pour cette Merci à vous. intervention.